Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit Tapa Conté, qui est porte-parole du collectif Main Propre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si on devait présenter votre collectif à nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? C'est simplement une association qui s'est créée suite à un certain nombre de dysfonctionnements dans le service consulaire. Oui. Et il y avait vraiment des problèmes qui faisaient qu'obtenir un document malien devenait très très difficile. Les conséquences étaient multiples, dont l'une des plus graves, c'est quand même rendre des gens qui avaient déjà leur papier, sans papier, faute de pouvoir renouveler leur passeport, ils devenaient sans papier. Oui. Et sans compter le manque de respect, la mauvaise qualité de l'accueil. En plus de ça, il y avait l'histoire des accords de réadmission. Donc, à un moment donné, on s'est dit ça suffit, il faudrait que les gens s'élèvent pour quand même exiger un minimum de services. Et ce collectif, il regroupe qui, en fait, les Maliens de France? Est ouvert à tout le monde, à tous les Maliens de France, qui pensent qu'il y a un problème au niveau du service consulaire et qu'il faut vraiment faire quelque chose. C'était ouvert à tout le monde, sans aucune distinction d'appartenance politique, religieuse ou autre chose. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Bon, ceux qui ont leur temps, ils ont milité dedans. Nous avons, dans un premier temps, fait un mémorandum qu'on a envoyé au consulat, à l'ambassade, et à la suite de quoi il y a eu l'occupation le 23 décembre 2016. C'est ça. Donc, en 2016, on vous découvre subitement, tous les médias parlent de vous, vous êtes le porte-parole du collectif, et on nous dit qu'il y a un groupe, une centaine de Maliens vivant en France qui occupent leur consulat. Au départ, on ne comprend pas ce qui se passe, et finalement, on découvre que vous dénoncez tout ce que vous venez de nous dire. Depuis décembre 2016, à ce jour, est-ce que les choses ont évolué? Vous êtes arrivé à un accord? Est-ce que l'accord a été appliqué? Et est-ce que les choses ont évolué? Nous sommes parvenus à un accord. Les choses ont évolué. Oui. Les choses ont évolué. Ça a commencé d'abord par la prorogation des passeports. Oui. Pour pallier au manque, à la lenteur dans la délivrance des passeports. On prorogeait les anciens passeports qui permettaient au moins aux Maliens d'aller effectuer leurs démarches au niveau des préfectures. Oui. À la suite de quoi, il y a eu quand même des moyens qui ont été mobilisés pour fluidifier l'enregistrement du RAVEC. Oui. Le RAVEC, c'est quoi, pour que nos téléspectateurs comprennent? C'est le recensement à valeur électorale et de l'état civil. Oui. Voilà. À la suite de quoi, on délivrait la fameuse carte NINA, qui au départ devait être une carte d'électeur et qui a fini par être rattachée au passeport puisque c'est un fichier biométrique. On a opté pour la biométrie. Enfin, la biométrie nous a été imposée quelque part. Donc, ils ont rattaché ce qu'aucun pays au monde n'a fait d'ailleurs. Ça a quand même créé pas mal de problèmes. Quand on n'a pas la carte NINA, on ne peut pas faire son passeport. Et or, c'était très difficile. Des gens se sont fait enrouler depuis 2010. À ce jour, ils n'ont pas encore leur carte NINA. Peut-être qu'il faut que nos téléspectateurs comprennent. Ces dernières années, dans nos pays en Afrique, les gouvernements ont décidé de faire un recensement général de la population. Pour pallier forcément un autre problème qu'il y avait à la base, c'est que dans nos États, il y a très peu d'actes de naissance. Et donc, pour régler ce problème administratif qu'on avait pendant longtemps, ils ont décidé de commettre des entreprises européennes qui étaient censées recenser l'ensemble de la population, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur, avoir une base de données suffisante et établir des documents administratifs. Sauf qu'il y a eu d'énormes bugs. Il y a eu des bugs quand on prend même le fichier, même ceux qui ont réussi à se faire enrouler, pas moins de 30% dans leurs documents ils contiennent des erreurs. S'il n'y a pas une erreur sur le nom, il y a une erreur sur la date de naissance ou le lieu de naissance. Les gens font d'énormes va-et-vient pour la correction. Et vous demandez la correction de l'erreur et vous pouvez attendre très longtemps avant de recevoir votre document. La difficulté aujourd'hui se situe à ce niveau-là. Sinon, pour le reste, il y a des améliorations, même si on n'a pas atteint le degré que nous voulons atteindre. Qu'est-ce que vous auriez souhaité qu'on fasse de plus et qui n'a pas été fait pour l'instant?
Ce qui n'a pas été fait, c'est dans l'organisation du consulat elle-même. Ça, il y a encore des améliorations. On a demandé des badges, on voit qu'il y a encore des badges, parce que ne serait-ce que quand on rentre dans le consulat, qu'on sache à qui on a affaire. Oui. Toutes ces choses-là n'existaient pas à l'époque. C'est une question de moyens, il reste encore, de moyens quand même. Non, je pense qu'il y avait un problème de laisser aller. Oui. Chacun faisait comme il veut. Et il n'y avait pas de boss à l'époque. Voilà, ce qui faisait que la manière de recrutement des agents aussi, parce que ça se faisait par piston. Oui. Et ce qui faisait que, voilà, il y avait des gens qui se considéraient comme des intouchables au sein du consulat, qui faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, voilà, il n'y avait pas tous ces petits trucs, un cahier d'incidents, quand on appelait, pouvoir être répondu au service téléphonique, avoir des renseignements, et tout ça posait problème. Donc aujourd'hui, il y a eu des choses et il y a des améliorations à ce niveau-là, comme je vous disais. Oui, votre collectif, du coup, va se maintenir tant qu'il y aura des problèmes au consulat, c'est ça? Oui, ne serait-ce que tant que l'accord que nous avons signé, qui portait sur 17 points, n'est pas encore... Parce que dans nos doléances, il est question de ramener le délai de délivrance d'un passeport à 1 semaine. À ce jour, on est à 3 semaines. Bon, dans le temps, on était à 6 mois. Oui. Je pense qu'il y a eu du progrès, mais il y a encore un laps de temps. Il y a des documents encore qui restent très longtemps encore au consulat, qu'on veut, et surtout vraiment fluidifier encore davantage. L'histoire de carte Nina demeure toujours parce que, pour qui sait, même si récemment le gouvernement a pris la décision d'instaurer notre carte d'électeur, la carte Nina reste quand même un outil indispensable. Or, aujourd'hui, pour pallier à la non-fabrication des cartes en tant que telle, l'État délivre la fiche Nina qui permet de faire une demande de passeport. Oui. Mais au-delà de ça, la fiche ne servira à rien. Et nous, on avait à l'époque proposé que si l'État ne parvenait pas à confectionner les cartes Nina, qu'il puisse permettre aux citoyens de pouvoir voter avec leur fiche Nina. Cette proposition, à ce jour, n'a pas eu une réponse favorable. Oui. Bon, ils ont opté pour la fabrication d'une autre carte d'électeur. Nous sommes perplexes là-dessus parce que... Pourquoi? Parce que quand on voit, ça fait depuis 2010 que la carte Nina, le recensement pour la carte Nina est en cours. Nous n'avons pas encore réussi à rendre cette démarche concrète. Oui. Je ne vois pas en quoi on peut faire encore une autre carte en moins de 4 mois des élections pour pouvoir distribuer ça partout. Vous parlez de la carte Nina. Les téléspectateurs qui nous regardent ne peuvent ne pas très bien comprendre. C'est le numéro d'identification nationale. Voilà, très bien. C'est comme la sécurité, pour ceux qui sont en Europe, exact. C'est comme le numéro de la sécurité du numéro de la sécurité sociale. Voilà. Où en est le projet d'ouverture du deuxième consulat à Lyon? Le deuxième consulat à Lyon, aujourd'hui, nous sommes en pourparlers avec le consulat à Paris. Oui. On leur pose des questions, ils disent qu'ils n'ont pas vraiment d'informations puisqu'il n'y a pas de lien d'hiérarchie entre les deux consulats. Il n'y a que l'ambassade, pour l'instant, que nous n'avons pas saisi. Mais nous savons qu'apparemment, les locaux ont été soi-disant loués. Oui. Le consul a été nommé, le vice-consul. Voilà, on nous dit que le projet est en cours. Et depuis, ils font du va-et-vient entre la France et le Mali. Oui. Nous ne savons pas ce qui se passe. D'ailleurs, nous pensons que c'est quelque chose qui a été décidé au niveau de l'État. Nous n'avons pas été concertés. Nous pensons qu'il aurait fallu faire les choses autrement. Mais ils ont décidé de créer un consulat en Lyon. Oui. Mais ce qui est inacceptable aujourd'hui, c'est que presque bientôt un an après le décret de nomination du consul, du vice-consul, et que ces fonctionnaires continuent à faire le va-et-vient entre les autres. Ils n'ont toujours pas pris fonction en France. Non, pas du tout. Pas du tout. Personne ne nous dit ce qui se passe. Ce qui se passe réellement. Quand on parle désormais de votre collectif, il y a régulièrement, vous réagissez régulièrement sur un certain nombre de faits. La dernière fois que je suis tombé sur un de vos communiqués, c'était à propos du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Il y avait son président qui aurait laissé entendre qu'il fallait soutenir le président Ibrahim Boubacar Keïta dans la course pour un deuxième mandat. Et ça ne vous a pas plu? Non, ça ne nous a pas plu pour la simple raison que le Haut Conseil est la structure représentative de l'ensemble des Maliens de l'extérieur. C'est une structure à caractère apolitique. Le président du Haut Conseil représente tous les Maliens de l'extérieur, quelle qu'en soit leur sensibilité. Oui. Il est chargé de fédérer les Maliens. Quand il est allé jusqu'à violer les statuts
le caractère apolitique pour demander au président, au nom des Maliens de l'extérieur, d'être candidat, nous pensons qu'il a outrepassé ses droits, il a violé les statuts de sa propre structure. Et en ce moment-là, nous estimons qu'il n'est plus apte à rassembler, à fédérer les Maliens de l'extérieur qui, quand même, sont parfois du côté du pouvoir ou de l'opposition ou qui sont apolitiques. Je pense qu'en prenant parti pour le président, non pas le président de la République, puisque il devenait candidat, il l'appelle à être candidat. Donc je pense qu'en ce moment-là, il n'est plus suffisant, il n'est plus crédible pour rassembler les Maliens de l'extérieur. Mais ça m'étonne de votre part, vous-même, vous veniez de la mouvance présidentielle. Oui, bon, ça ce n'est plus d'actualité puisque j'ai démissionné à la suite de l'occupation du consulat. J'ai quitté le parti. Comment fait-on quand on a eu des attaches avec les hommes politiques, quand on a milité comme vous avez pu militer par le passé, comment fait-on pour se laver de l'odeur des hommes politiques et devenir apolitique? Il s'agit de respecter les textes. Toutes les structures ont leurs textes et il faut les respecter. On dit que c'est une structure à caractère apolitique. Même quand on a des acquaintances, des amitiés avec des hommes politiques, à un moment donné, les responsabilités nous imposent à prendre nos distances avec ces hommes politiques quand il le faut. Et du coup, on va parler de la présidentielle dans votre pays, puisque ça préoccupe tout le monde. C'est dans 4 mois désormais, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes confiant? On a vu une multiplication de candidatures. Qu'est-ce qu'il y a dans votre pays comme ça pour que tout le monde veuille être président? Oui, tout le monde ne sera pas président, bien sûr. Tout le monde veut être président. Il y en a qui sont présidents pour se faire connaître ou pour être des futurs ministres. C'est regrettable, mais c'est ainsi, puisque c'est le multipartisme, tout le monde est à droit. Bon, il y en a beaucoup qui se déclarent, qui, heureusement, n'auront pas les parrainages pour être candidats. Pourquoi vous dites heureusement? Franchement, une élection à 20, 23, 30 candidats, ça devient quand même ridicule dans un pays comme le Mali, qui est en proie à de l'insécurité, à la mauvaise gouvernance, toutes sortes de problématiques de ce genre. Donc je pense que ça devient enfantin qu'on se retrouve avec 30, 40 candidats. Quel est le profil idéal pour le prochain président? Bon, à titre personnel. Non, même en tant que société civile, les membres du collectif, avant d'arriver au profil du président, je pense que nous nous inquiétons d'abord pour l'élection. Pour que l'élection, il puisse y avoir une élection libre, crédible et transparente à la date indiquée. Pourquoi il y a des doutes sur Oui, parce que quand on regarde aujourd'hui, à ce jour, nous sommes à 4 mois, même pas de l'élection présidentielle. Nous savons qu'il y a un pan du pays qui n'est pas sous le contrôle de l'État, où il n'y a pas l'administration. Je ne vois pas... C'était déjà le cas lorsque le président Ibeka est arrivé au pouvoir. On a organisé les élections, non, pas tout à fait. La situation est encore plus grave parce que le centre n'était pas en proie à l'insurrection djihadiste qui a tendance en ce moment à se ramifier à une confrontation ethnique. Et ça, ce n'était pas le cas avant. Et surtout dans le nord du Mali à l'époque, il y a quand même eu un consensus qui consistait à dire aux Touaregs, attendez qu'il y ait les Touaregs indépendantistes. Qui disait attendez quand même qu'il y ait un président légitime pour pouvoir négocier. Alors qu'on a négocié, il y a un accord qui vaut ce qu'il vaut, cet accord-là. Mais aujourd'hui, cet accord ne nous ramène pas la paix. Kidal, entre autres. Mais on parle souvent de Kidal, il y a plein de jeunes qui échappent encore au contrôle de l'État. Et sans compter l'aspect organisationnel même. Et comme on venait de parler de la carte Nina, l'État a décidé, le gouvernement a décidé d'instaurer une autre carte d'électeur. Nous ne savons pas dans quel délai elles vont être imprimées et distribuées à plus de 7 voire 8 millions de Maliens. Nous sommes sceptiques quant à la capacité de ce gouvernement. Surtout que quand on voit, ils n'ont pas été, depuis les municipales, ils n'ont pas été capables d'organiser quand même une élection. Il y a eu les élections régionales qui ont été reportées. Nous sommes sceptiques quant à la tenue, malgré le volontarisme de l'État, du Premier ministre et du Président qui disent que les délais seront respectés. Nous sommes inquiets parce que si les élections se font dans une cacophonie, dans un cafouillage, si tout le monde n'est pas d'accord avec la transparence des élections et la crédibilité des élections, ça risque nous ne sommes pas à l'abri de quelque chose. Ce sera une aventure
pour le Mali. Une aventure pour le Mali, on ne vous le souhaite pas de toute façon. Vous n'avez pas répondu à ma question sur le profil. Du coup, je vais regrouper les deux dernières questions en une seule. Le profil et le chantier prioritaire pour le futur président. Le chantier prioritaire demeure quand même la lutte contre la corruption. Oui. C'est un problème. Ce n'est pas la lutte contre la sécurité, l'insécurité. La corruption est un problème. Quand on voit que la corruption arrive même à démotiver les soldats au front, c'est quand même un problème. Et la deuxième chose, c'est la lutte contre l'insécurité. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des échecs du gouvernement. Et au-delà du gouvernement, le problème de la sécurité aussi pose le problème de la communauté internationale. C'est aussi l'échec de la communauté internationale. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a plus de 14 000 hommes, soldats étrangers au Mali, Barkhane y compris, et que le terrorisme continue toujours à infecter le pays. Je pense que même la communauté internationale est interpellée. Et récemment, on a appris que la MINUSMA a dit que dans leur mandat, il n'y a pas la lutte contre le terrorisme. Ça nous inquiète. Les gens ne sont pas en sécurité. C'est déplorable. Et ça, c'est un des priorités. Il y a l'école, évidemment, il y a la santé, il y a les infrastructures. Donc, voilà les grands défis de la société. Il faudra donc un homme capable de lutter efficacement contre la corruption, de ramener un semblant de paix et de sécurité dans votre pays et s'attaquer aux autres problèmes auxquels votre pays est confronté. Mais arrêtons de nous mentir, il n'y aura pas d'homme providentiel. Oui. Je pense que la société malienne a besoin d'être transformée. Y compris la société civile. Parce que nous avons remarqué ces dernières années, les gens se regroupent en société civile pour aller finalement demander des places à des politiques. Ce n'est pas ça. Un pays ne peut pas avancer tant qu'il n'y a pas une société civile digne de ce nom. Il faut que la société civile s'organise, qu'il se départit des influences politiques, qu'il soit capable de dire aux politiques on n'est pas d'accord quand ça ne va pas dans l'intérêt du peuple. Je pense que les Maliens doivent se poser des questions. Ça, c'est très important. Il incombe aux Maliens d'exiger ce qu'ils veulent de gouvernants. Le changement ne viendra pas d'en haut, je pense qu'il viendra d'en bas. Belle conclusion. T'as pas compté. Merci infiniment. Porte-parole du collectif Main Propre, un collectif qui mène le combat pour la dignité des Maliens ici en France et surtout pour faire en sorte que les services consulaires puissent se faire beaucoup plus facilement pour les Maliens qui vivent en France notamment. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé Sud, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. Bonsoir.